Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Non mais franchement, honnêtement, ça s'arrête quand, ce spectacle ? J'étais couché, j'en savais rien quand elle arrive lundi matin. La vieille baguette me loge, un cri, elle me les cheveux, me sort du lit. Cauchemar, mauvais sang. Bonjour, je suis désolé, je fais irruption sur la scène. Nous sommes en guerre. Et oui, nous sommes en guerre et nous avons assisté 3 jours avant le D-Day au débarquement de Gabriel Attal dans le studio de France Info. C'était très réussi, nous allons en parler. Nous allons aussi parler du fait de ces Marseillais, mais pas seulement, Français aussi, qui font 700 km pour aller se ravitailler en Espagne. Oui, parce qu'en Espagne, mais c'est moins cher. Attendez, je croyais que l'Espagne faisait partie de l'Union européenne ? Et pourquoi les prix sont moins chers ? Eh bien, on va en parler. On va en parler avec Grégory Carré, directeur de l'Observatoire de la consommation à l'UFC Que Choisir. Mais on va parler de tout, évidemment, après. Comment défendre la soldate ailleurs. Nous allons parler de Mohamed Amra et comment il était en prison, comment il était traité en prison. Et nous allons parler des cauchemars d'Ercilia Soudé. Nous allons parler de tout cela. Et nous allons surtout parler de ce qui se passe, parce que en ce moment on en parle moins, parce qu'il y a évidemment les élections européennes dimanche, les cérémonies du débarquement, du 80e anniversaire du débarquement le 6 juin, mais ça continue encore et encore en Russie, Ukraine, en Europe centrale. Et nous allons recevoir Jean-Bernard Pinatel, le général Jean-Bernard Pinatel et Nicolas Mirkovic pour faire un peu le point sur ce qui nous concerne, évidemment, au premier chef. À tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le 9 juin, très exactement, nous allons voter pour les élections du futur Parlement européen. Mais il y a beaucoup plus important en attendant. Je vais aller faire mes courses en Espagne, parce qu'en Espagne, c'est moins cher. Sud Radio, Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Connu l'immortel Luis Mariano, la belle de Cadix a des yeux de velours. Mais en attendant, ce n'est pas la belle de Cadix seulement qui a les yeux de velours. Ce sont les supermarchés de Cadix, les magasins de Cadix et de toute l'Espagne qui font les yeux de velours. Eh bien, pour un certain nombre de Français, Marseillais et autres, qui sont prêts à faire 700 km pour aller prendre leur caddie et le remplir en Espagne. Mais pourquoi cela ? Parce que vous allez entendre le reportage, un extrait du reportage de BFM TV, ça dit tout. Le compte à rebours est lancé. Priscilla a 4 heures pour faire ses courses en Espagne avant de repartir à Marseille. Direction le rayon boulangerie pour commencer. Prenons l'exemple du pain de mie. Ici, c'est 500 grammes, 1,59 €. Chez moi, je paye 200 grammes, 2,20 €. Des achats à 700 km de son domicile, mais avec un aller-retour à seulement 39 € en autocar, c'est imbattable pour cette mère de famille. Si on compte les frais d'essence, les frais de péage avec la voiture, c'est trop cher. Depuis l'inflation, nous, on vient plus souvent. Au niveau des cigarettes et de la nourriture et de la viande. 34 € pour 6 kilos de viande plus tard. Elle estime avoir fait 40% d'économie par rapport à ses achats en France. Malik, lui, a rempli 5 gros sacs, contre 2 seulement en France pour le même prix. Bouteille d'huile pour la famille, du savon, tout ce qui est les produits de nécessité. C'est des produits que je n'achète pas en France parce que c'est trop cher. Des prix qui sont entre 20 et 30% moins chers en moyenne. Depuis 2 ans, le succès de ces excursions hebdomadaires en Espagne est tel que la compagnie de bus marseillaise Azur Évasion a doublé la capacité de ses cars. Doubler la capacité de ces cars. C'est très intéressant. Bonjour Grégory Carré.
Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de l'Observatoire de la consommation à l'UFC Que Choisir. Alors franchement, quand on entend ça, c'est vraiment intéressant. À l'aune de l'Europe, à l'aune de l'inflation, à l'aune de l'économie. Alors on en est là donc, si on traverse la frontière et on est prêt à faire 700 km en bus ou en voiture si on veut, on fait 40% d'économie. C'est la réalité que les Français vivent aujourd'hui et pas seulement les Français. Alors, l'écart de prix entre l'Espagne et la France, il existe. Il est plutôt pour l'alimentaire de l'ordre de 25%. En revanche, il y a d'autres produits où il y a un écart de prix plus marqué, et c'est pour cette raison que c'était plutôt connu comme une destination de voyage pour faire ses courses. C'était pour les cigarettes et le carburant. Maintenant, il semble que pour l'alimentaire, certains trouvent même encore la motivation, parce qu'il faut vraiment être motivé. On parle de 9 heures de car, 4 heures sur place, 9 heures retour. Donc c'est vraiment quelque chose de courageux. Mais effectivement, de toute façon, on est sur un contexte qui est quand même compliqué pour les ménages. Si on prend la hausse des prix alimentaires depuis le début de l'année 2022, on a des prix qui ont augmenté entre 20% et 25%. Pour l'épicerie, c'est 25% par exemple. Depuis 2022, clair, c'est ça. Depuis le début 2022. D'accord. Voilà, ça avait commencé à augmenter à peu près avec à l'été 2021, mais il y a eu les pâtes à l'époque. On avait parlé des pâtes, on avait parlé de la moutarde, mais c'est vraiment depuis début 2022 que c'est très très sensible, avec l'augmentation de l'énergie, de denrées de matières premières et la guerre en Ukraine qui a accéléré tout le phénomène. Depuis, effectivement, les salaires n'ont pas suivi. La hausse de salaire, c'est de l'ordre de 8% depuis 2 ans. Donc, qu'est-ce que font les ménages? Alors, les ménages plus aisés, eux, ils ont plus de souplesse, donc ils peuvent effectivement puiser un petit peu dans les revenus. Mais pour les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont fait des arbitrages, et des arbitrages qu'on avait l'habitude de souligner, c'était on va privilégier les produits d'entrée de gamme, les marques de distributeurs qui ont plutôt augmenté en part de marché, et on va retirer les produits trop onéreux. La viande, par exemple, avait été une des variables d'arbitrage. Et là, ce que souligne leur reportage, c'est effectivement des gens qui sont vraiment en train de chercher une autre astuce, quitte à sacrifier un temps de loisir, c'est d'aller faire les courses très très loin. On avait l'habitude, quand on parlait des courses transfrontalières, on avait l'habitude de parler de quelques kilomètres. Les gens de Montpellier, voilà. Parce que là, c'est au-delà de Montpellier, kilomètres. c'est quelque chose. Voilà, au-delà de Montpellier, c'est un peu inédit, effectivement. Ouais. Mais alors justement, qu'est-ce que ça traduit, Grégory Carré? C'est très intéressant. C'est-à-dire que les gens sont prêts à faire des centaines de kilomètres, et c'est peut-être ça va aller en augmentant, et pas seulement les Marseillais, les gens du Sud, pour faire, je dirais, je ne dis pas quelques centimes d'économie, parce que eux disent, voilà, sur un certain nombre de denrées alimentaires, on fait 40% d'économie, disent les uns, 20 à 30% d'économie, disent les autres. Est-ce que ça veut dire deux choses? Ça veut dire, effectivement, il y a l'inflation, on le sait. Est-ce que la paupérisation, je dirais la paupérisation, en tout cas, le côté un peu précaire d'un certain nombre de populations, de la population française, ne se manifeste pas par là aussi? Alors, si, c'est effectivement le cas. C'est-à-dire que les salaires, je vous dis, ont augmenté de 8% en moyenne, mais on n'est pas tous logés à la même enseigne. Ceux qui ont le plus souffert de l'inflation, alors, c'est vrai que sur les produits alimentaires, depuis 1 an, ça bouge plus beaucoup, mais ça ne descend pas. Ça veut dire qu'on est resté à des niveaux de prix beaucoup plus élevés. Vous pouviez acheter beaucoup plus d'aliments fin 2021 que vous ne pouvez aujourd'hui. Donc, pour les ménages précaires, c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas de marge de manœuvre. On peut pas aller, c'est pas des gens qui épargnent tous les mois. Bien sûr. Il y a aussi, faut payer les carburants. Le carburant a beaucoup augmenté. L'électricité a augmenté de 50% depuis 2 ans. Donc, pour eux, il va falloir effectivement jongler. Le consommateur apprend à jongler, et donc jongler, là on est quand même sur quelque chose d'assez compliqué. De toute façon, les choix qui ont été les choix des consommateurs depuis 2 ans, ils vont maintenant s'inscrire dans la durée. On ne retrouvera pas malheureusement les prix qu'on a connus jusqu'ici. On va rester sur des prix alimentaires 25% au-dessus de ce qu'on a connu il y a 2 ans. Ah oui. Et ça va durer. Ça c'est c'est dans le dur. Ça va durer, et on commence. Alors les prix n'ont pas augmenté depuis 1 an maintenant, mais ils avaient augmenté de 25% en 18 mois. Oui. Alors et malheureusement, on commence aussi à constater ponctuellement des hausses sur certaines denrées. L'huile d'olive a
flambé. Là, dans les régions du Sud, on consomme beaucoup d'huile d'olive. Même pour l'Espagne, hein, c'est un problème parce que c'est une denrée essentielle pour les Espagnols. Donc, il y a des denrées qui commencent à flamber pour les mêmes raisons que ce qu'on a connu depuis 2021, c'est-à-dire des règlements climatiques, des mauvaises récoltes, très mauvaises récoltes, par exemple sur l'orange, hein, pour les gens qui boivent du jus d'orange concentré. C'est les récoltes du Brésil qui sont très mauvaises. C'est-à-dire qu'on boit du jus d'orange avec des... Alors c'est un peu l'aberration, mais on boit parce qu'on a quand même des oranges aussi en Europe, mais on boit du jus d'orange fabriqué en Amérique latine, un prix qui a flambé, ça veut dire que le prix du jus d'orange va flamber aussi en rayon, et il y a d'autres denrées comme ça qui Grégory Carré, je peux vous poser une question? On boit du jus d'orange d'Amérique latine à cause du dérèglement climatique. Pourquoi a-t-on besoin du jus d'orange d'Amérique latine? Donc, question naïve. Alors, ouais, non, elle n'est pas naïve. Très probablement, à un moment donné, on a dit on allait faire des économies d'échelle, on a tiré sur la corde, on a fait ce que les gens du marketing appellent du blockchain, c'est-à-dire qu'on allait chercher vraiment le prix le minimum à un instant T. Mais on n'a pas pensé que derrière, il y avait toute une chaîne et qu'il suffisait qu'il y ait un maillon de la chaîne qui commence à se dérégler. Ça peut être le commerce maritime, hein, qui a été un peu, vous savez, quand il y a un bateau qui a fait un tête à queue dans le canal de Suez, ça a bloqué plein de choses. Mais enfin, quand même, ça pose question, ça pose question tout à fait. Quand même. Hein. Ça pose question, les oranges, on n'a pas l'impression que les oranges sont le produit le plus rare en Europe. Et puis, voilà. Mais autre chose, alors, question encore plus naïve, mais moi, ça me frappe, ça, mais je ne sais pas s'il y a une explication, mais je suis sûr qu'il y en a. Qu'est-ce qui se fait? On est tous dans l'Union européenne, hein. On est tributaire des lois de l'Union européenne, on en parle assez. 80% des lois en France sont pratiquement, je ne dirais pas dictées, mais inspirées des lois européennes, voilà, depuis le marché unique et tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui fait cette différence de prix, et on l'a vu sur plusieurs produits, et justement c'est à l'homme de l'art que je m'adresse, à l'UFC Que Choisir, entre l'Espagne et la France? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, alors que, je ne sais pas, encore une fois, de façon huron, je suis un huron, qu'est-ce qui fait que dans l'Union européenne, on devrait avoir, dans les pays qui appartiennent à l'Union européenne, à peu près les mêmes prix? Eh ben, c'est pas du tout le cas. Pourquoi? Non, alors c'est même pas le cas à l'échelle de la France en fait. Il y a des très forts écarts de prix d'une région à l'autre. Alors en France, quand on regarde à l'aune de la France, on a tendance à dire que c'est l'intensité concurrentielle qui va faire que vous avez des prix bas. C'est-à-dire que si vous avez le malheur d'habiter dans une région où vous avez un ou deux distributeurs qui se partagent l'essentiel des mètres carrés de vente, ils vont pas se faire concurrence, ils vont pas beaucoup faire d'efforts sur les prix. Si vous avez la chance d'être dans une zone où il y a une intensité concurrentielle plus importante, vous avez 3-4 enseignes de grande surface, les prix ont tendance à être plus bas. Après, il y a aussi des différences locales, c'est-à-dire que dans le sud, le prix des fruits et légumes sont beaucoup plus bas que dans le nord, et en plus les fruits sont quand même de qualité très nettement supérieure. L'Espagne, c'est aussi un pays agricole, donc vous avez localement des prix qui peuvent être intéressants, surtout qu'ils ont parfois de la grosse production. Et puis vous avez aussi un niveau de vie qui est plus faible en Espagne, donc les rémunérations vont peut-être être un peu moins chères, le mètre carré va être un peu moins cher. Et alors après, les gens vont vous dire que les prix sont pas toujours plus bas en Espagne, mais malgré tout, c'est quand même de l'ordre de 25% inférieur en Espagne. Alors nous, en Europe, on n'est pas forcément non plus plus cher. Par exemple, les Belges viennent faire parfois leurs courses dans le nord de la France. Les Suisses viennent faire leurs courses de l'autre côté de la frontière, de leur frontière, donc de notre côté de la frontière, à tel point que je vous dis, le Parlement suisse aimerait légiférer et bloquer la frontière suisse qui n'arrive pas à passer. Donc, il y a des choses qui passent dans un sens, d'autres dans l'autre. Voilà. Et est-ce que les lois, vous savez, sur le dérangement climatique, donc on parle de dérèglement climatique, etc., les lois sur le bio, sur la lutte contre les pesticides, etc., est-ce que n'est-ce pas un deux poids deux mesures entre les lois françaises et les lois espagnoles de ce point de vue-là? Est-ce qu'il n'y a pas normalement, normalement, ils sont supposés répondre au même cahier des charges. Alors c'est vrai que pour le bio, c'est très compliqué en France. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont fait l'effort d'essayer de passer à une culture bio, et malheureusement, c'est une marchandise qui s'est pas très bien écoulée, parce que pour les mêmes raisons qu'on a soulignées tout à l'heure, en raison des arbitrages, le bio étant
plus cher, les consommateurs sont obligés de s'en détourner pour des raisons budgétaires. Bien sûr. Ce qui est pas forcément très bon pour leur santé parce qu'ils aspireraient peut-être à manger plus de bio. Et de l'autre côté, les agriculteurs vont se retrouver avec des invendus ou des grandes, la grande distribution qui va leur dire, je veux bien prendre votre production bio, mais je vous l'achète au prix du conventionnel. Oui. Donc, oui. En tout cas, il reste, Grégory Carré, vous venez, je crois que ce que vous avez dit, le plus important, c'est vrai, c'est que ça va durer. On ne va pas avoir des prix qui vont baisser, hélas, dans un avenir proche, et qu'on va continuer à avoir des personnes, des hommes, des femmes, des enfants qui vont faire 700 km pour aller se ravitailler. Ce qui est peut-être pas logique ou sain ou normal, mais c'est tout à fait normal que les gens s'adaptent en fonction de leurs revenus. Ça me paraît la moindre des choses. Voilà, et d'autant plus qu'il y a d'autres factures qui tombent, les assurances, les mutuelles. Là, c'est vraiment début d'année, nous d'après nos relevés de prix, c'est vraiment ce qui a flambé. Les mutuelles, par exemple, c'est le premier poste de dépenses des retraités, elles ont pris 10% en un an. 10%, c'est titanesque. Les assurances habitation, alors on en a besoin parce qu'on a des dommages climatiques partout, mais malheureusement, la facture aussi est de plus en plus salée. On est de l'ordre de 7% pour une prime en 2024 par rapport à 2023. Et je vous parle pas de l'énergie, on en a déjà parlé, l'alimentaire, etc. Donc c'est vrai que l'équation, elle devient assez compliquée à résoudre, surtout que ce soit les rentes ou les salaires, ça n'a malheureusement pas pu suivre. Écoutez, tout cela nous prépare un avenir radieux qu'on suivra, mais merci de vos précisions, Grégory Carré. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Observatoire de la consommation à l'UFC Que Choisir. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Ils sont venus, ils sont tous là. Quand ils ont entendu ce cri, elle va défaillir là, aïe. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. J'envoie un SOS, c'est Police, c'est Sting, Send me back un SOS, I send un SOS. Eh bien, ça y est, tout le monde est sur le pont. Tout le monde est mobilisé. Et hier et avant-hier, nous avons eu l'ACME. C'était magnifique. C'était donc Valérie Hayé, la tête de liste macroniste aux européennes, qui était interviewée par les journalistes de France Info. Et tout d'un coup, formidable, coup de théâtre, magnifique, on annonce une apparition. Et qui fait son apparition dans le studio de Sud Radio? Écoutez. Bon, j'ai un invité un peu spécial que vous connaissez bien, Valérie. Je crois que je le connais un peu, oui. C'est le Premier ministre de la France, Gabriel Attal. Salut, Monsieur le Premier ministre. Salut Gabriel. Ça va, tu vas bien? Ouais, très bien. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, ça va? Bonjour, je suis désolé, je fais irruption sur la scène. Monsieur le Premier ministre. J'étais en interview juste au-dessus à l'instant. C'est complètement imprévu. On m'a dit que Valérie était là, et donc je suis venu d'abord pour voir Valérie. On passe beaucoup de temps ensemble en ce moment. Vous êtes un peu inséparables, oui. Oui, et puis surtout, je suis venu adresser un message parce qu'on m'a dit qu'il y avait beaucoup de jeunes. Effectivement, je les vois, et c'était très important pour moi de venir vous dire un petit mot, venir encourager Valérie à un moment où les élections européennes approchent. Dimanche prochain, les Européens seront appelés à se prononcer. Dans quelques jours aussi, on va commémorer un moment très important dans notre histoire, en Normandie, avec le président de la République. On va commémorer le fait qu'il y a 80 ans, des jeunes, comme vous, comme nous, ont débarqué en France. Ils venaient des États-Unis, ils venaient du Canada, ils venaient d'ailleurs, pour nous permettre de vivre libre et en démocratie. Et ce qui nous a permis de vivre libre et en démocratie depuis tout ce temps, c'est l'Union européenne. Alors ça, c'est très très bien. Effectivement, à l'époque, l'Union européenne, il y avait l'Allemagne et l'Italie, l'Allemagne de Hitler, l'Italie de Mussolini. C'était pas vraiment l'Union, hein. Et puis, ces petits gars de Géorgie qui se foutaient pas mal de nous sont venus sur les plages de Normandie contre justement l'Allemagne et contre l'Italie. Mais bon, ça c'est l'histoire. Mais l'intéressant est ceci,
c'est que voilà, Gabriel Attal, Premier ministre, a vu de la lumière, on lui a dit, mais il y a Valérie qui est là, vous voulez pas, je vais faire un petit, et puis une petite apparition, comme ça, telle Bernadette Soubirous, et il s'est retrouvé là, avec les journalistes, un peu sidérés, effectivement, monsieur le Premier ministre, j'en prie, monsieur le Premier ministre, et en pleine temps de parole de Madame Valérie Hayé, il a fait son discours. Attention, l'Union européenne, faut se battre contre le nazisme, contre l'extrême droite, etc. Voilà. Et donc, c'est intéressant. Voilà, on s'invite de studio en studio. Il était au second étage, elle était au premier étage. Ils se sont rencontrés comme l'une qui descendait dans le nord. Vous voyez, c'est une belle rencontre d'aujourd'hui, une belle histoire. Et ça n'a pas plu à l'autre tête de liste, le tête de liste LR, François-Xavier Bellamy. Il n'était pas très content, François-Xavier Bellamy, quelques minutes ou quelques heures après cette rencontre. Voici ce qu'il a dit, François-Xavier Bellamy. Merci pour votre invitation. D'abord, juste, je voudrais revenir sur ce qui s'est passé sur cette scène il y a quelques minutes à peine. Il y a une grande différence avec la liste de Renaissance, c'est que chez nous, c'est les candidats qui font campagne. Valérie Hayé était à votre place il y a quelques minutes. D'accord, mais enfin, on a vu quand même le nouveau joker « J'appelle un ami » qui semble être de plus en plus utilisé par la candidate de la majorité. Je suis pas sûr d'ailleurs que ce soit que des amis, parce qu'en réalité, moi je vais vous dire, je suis peiné qu'il y ait des gens qui manifestement autour d'elle ont l'impression qu'ils font mieux campagne qu'elle. Moi j'ai du respect pour Valérie Hayé, et je pense que quand on a une candidate et qu'elle est tête de liste, la moindre des choses, c'est de laisser la candidate faire campagne. Et j'aimerais bien comprendre comment ça se passe concrètement. Vous avez le Premier ministre qui est dans le couloir, qui dit « j'ai envie de passer à la radio sur le service public, allez hop, j'arrive ». Alors, il était invité du 8h30 France Info, de 8h30 à 9h. Du coup, il peut s'inviter dans toutes les émissions de la Maison de la Radio en temps réel, comme il veut. Demain, là, il pousse il pousse la porte de France Inter, il va derrière le micro. Comme le président de la République jeudi, il dit « voilà, j'ai envie de parler. Jeudi, 24 heures avant la fin de la campagne officielle, je prends tous les JT. » Toutes les chaînes d'info continuent. Il ne la soutient pas de cette manière, vous trouvez ? C'est pas une manière de la soutenir ? Moi, je suis désolé, mais je trouve qu'il y a une forme de mépris là-dedans. Enfin, monsieur François-Xavier Bellamy, vous exagérez un peu, là. Vous avez un peu l'esprit chagrin, c'est vrai. Mais enfin, on est dans le service public. On est dans la radio-service public. Et le Premier ministre de la France, c'est quoi ? C'est le service public, puisqu'il est payé par l'État, comme les journalistes et les fonctionnaires du service public. Donc, c'est le service public. Oui, il peut s'inviter. Il peut s'inviter où il veut. Il pourrait s'inviter l'après-midi, le soir, comme s'invite Emmanuel Macron jeudi, comme s'invite... Mais alors, ça a fait pareil. Alors, ça a fait un peu mauvais genre, effectivement. L'impression qu'on avait, c'était que, voilà, Valérie Hayé ne remplissait pas son rôle, ça n'allait pas, ça dérapait de temps en temps, c'était pas à la hauteur, et il fallait envoyer, encore une fois, il faut sauver le soldat Ryan, il faut sauver la soldate Hayé. Mais on a corrigé le tir parce que ensuite Valérie Hayé s'est retrouvée avec Édouard Philippe au Havre, et Édouard Philippe a corrigé le tir, vous allez voir, il va dire attention, Hayé, elle est super. Écoutez. Valérie Hayé n'a aucun conseil à me demander et n'a aucune légitimité à gagner avec moi. Elle est chef de file, elle connaît ses dossiers, elle a beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme. Franchement, l'idée qu'elle vienne me demander des conseils est ridicule. C'est une chance pour moi d'avoir le Premier ministre à mes côtés, le Président de la République dans les formats qu'il souhaitera et qu'il jugera les plus utiles. En tout cas, je relève, j'ai beaucoup été interrogée sur la fameuse interview de jeudi. Qui s'étonne que le Président de la République, au soir d'un événement mondial, que le Président de la République prenne la parole ? Qui s'étonne, c'est vrai. Mais pourtant, on parle beaucoup, je ne comprends pas, chère Valérie Hayé, autant du pluralisme et de la diversité. On nous dit qu'il faut respecter le pluralisme, la diversité du matin au soir et du soir au matin au nom de la démocratie. Alors, est-ce qu'il y a de poids de mesure selon que vous soyez, je dirais, Renew ou LR, etc. Les jugements de cour vous feront blanc ou noir, ou vous seront blanc ou noir. Et pourtant, écoutez, Valérie Hayé, quand elle s'y met, mais elle est bonne. Je comprends pas, franchement, Gabriel Attal, que vous ayez eu besoin de sauter à son secours. Regardez, elle était sur France Inter ce matin, et quand il s'agit de lancer des pics, mais elle n'est pas mal. Écoutez. J'ai dit au début de la campagne que Raphaël Glucksmann votait 90% comme nous et que François-Xavier Bellamy votait 80% comme nous.
C'est la réalité de la situation politique au Parlement européen. Au Parlement européen, il n'y a pas un groupe qui a la majorité à lui tout seul, et donc on fait des coalitions. Et moi, j'assume, je préside le groupe Renew, centriste et central, sans lequel aucune majorité n'est possible. Et j'assume d'être dans une coalition avec le PPE, la droite européenne, et les sociaux-démocrates européens. Donc voter LR en France ou voter PS en France, c'est comme voter Renaissance alors. Non, je vais vous dire, on a des différences fondamentales. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'assume au Parlement européen d'être dans cette coalition. Là où messieurs Glucksmann et Bellamy, ils se planquent. Dans le débat français, jamais ils vous disent qu'ils sont dans une coalition avec Renew ou le PPE ou Renew et SND. Eh ben voilà. Et c'est une information, ça, c'est une information. Saviez-vous, hein, auditeurs de Sud Radio, résistants de Sud Radio, saviez-vous que effectivement, d'après Valérie Hayé, Glucksmann vote à 90%, parce que c'est au Parlement européen que nous allons voter, hein, pour le Parlement européen, vote à 90% comme Valérie Hayé, et que Bellamy vote à 80% comme Valérie Hayé, comme le groupe Renew, selon les dires de Valérie Hayé, et puis qu'ils font partie du même groupe avec le PPE. Le PPE qui, je rappelle, a appelé Ursula von der Leyen à faire campagne et à être réélue. C'est leur candidate au PPE. Eh bien, Glucksmann, Bellamy, Valérie Hayé votent ensemble avec le PPE. Ben voilà des informations intéressantes. Vous voyez que Valérie Hayé se débrouille très bien toute seule. Voilà, je crois, Esteban d'ailleurs, que nous avons un auditeur. Oui, ça fait réagir, c'est Julien qui nous appelle depuis Créteil en région parisienne. Bonjour Julien. Bonjour oui, Julien. Bonjour mon cher André. Ben écoutez, oui, ça fait réagir absolument, parce que moi je suis désolé, mais enfin ça fait quand même... moi j'ai l'impression que la majorité est un petit peu aux abois, si vous voulez. Ils font venir Monsieur Attal par un fait de comme si c'était pas prévu, ça j'en doute très fortement. Et puis pareil, vous avez jeudi un hold-up médiatique avec Monsieur Macron qui va s'exprimer à quelques jours d'un scrutin. Ça me paraît quand même délirant qu'on ait un président qui n'est pas en campagne. Moi je pense qu'il devrait rester effectivement dans une forme de neutralité, mais je pense qu'ils sont en réalité, quand on regarde les sondages qui ne sont pas publiés par les instituts de sondage, la majorité est vraiment à la peine. Et d'ailleurs, vous en avez un qui ne se cache même pas. Vous avez Monsieur Édouard Philippe, j'ai halluciné de voir ça dans la presse, enfin ça n'a pas été beaucoup relayé, qui va au meeting du Bilderberg et ne se cache même plus, plutôt que d'aller venir soutenir Madame Hayé. Il l'a fait hier au Havre. Il en est un peu obligé. Ouais. Et puis vous avez ça également, je sais pas si vous avez vu mon cher André, il va y avoir un débat ce soir sur France 2. Alors c'est fascinant, vous allez avoir soi-disant les grandes listes en prime time, et puis ensuite en deuxième partie de soirée, ceux qui n'ont pas le droit à la parole, les listes cachées dont on connaît bien les noms, dont François Asselineau. Alors ces gens-là, vous allez les avoir en deuxième partie de soirée. Ah ben oui, ce sont les seniors en première partie et les gueux en seconde partie, bien sûr. Enfin, il faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Pas de débat entre ces gens-là, je trouve ça dommage, parce que, encore une fois, comme vous l'avez bien rappelé, André, vous l'avez bien rappelé, je trouve que, peu importe les opinions qu'on a, on peut être d'accord, pas d'accord avec ces listes-là, mais il faudrait justement, dans l'intérêt démocratique, que Madame Hayé, par exemple, débatte avec des listes moins connues. Là, on aurait vraiment, on saurait ce que pensent tous ces candidats, et on aurait vraiment un échange d'idées. Mais non, c'est à croire qu'ils ont peur, en fait, de débattre avec certains candidats. Je pense à Asselineau, mais il y en a d'autres. Ils veulent pas débattre. C'est très regrettable, je pense, pour la démocratie et pour pour faire avancer le pays, et que les électeurs votent en toute connaissance de cause, clairement. Hein. Je suis, écoutez, très franchement, à titre tout à fait personnel, je n'engage que moi, et surtout pas la radio et qui que ce soit, je suis effectivement d'accord avec vous pour considérer que le temps de parole réparti en fonction des sondages et des résultats me paraît quand même quelque chose de au moins mis en question, et devrait être mis en question. Je trouve que il y a tous les 5 ans une élection, effectivement, au Parlement européen. Il y a tous les 5 ans une élection à la présidence de la République, etc. Écoutez, si tous les 5 ans, je dis bien tous les 5 ans, les petites listes ne peuvent pas discuter à l'instar des grandes listes, ce qu'on appelle petites listes, si que toutes les voix ne se font pas entendre, ça me paraît effectivement quelque chose, un problème démocratique, une anomalie démocratique, je le dis, et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que quelques-uns soient du matin
matin au soir, effectivement, dans tous les médias, et que d'autres ont 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, et encore tous les 3 mois. Il y a quelque chose là qui mérite d'être, et je n'accuse personne, c'est quelque chose il y a un règlement qui a été établi. Mais encore une fois, c'est tous les 5 ans. On ne fait pas, comme en Suisse, de la votation et des référendums toutes les semaines ou tous les mois. Il n'est pas, pour moi, je dirais sain que toutes les opinions ne soient pas représentées au même niveau une fois tous les 5 ans. Donc, Julien, je suis assez d'accord avec vous. Et j'espère que les Français ouvriront les yeux et donneront peut-être leur chance à d'autres politiques qui n'ont pas été au Parlement européen pour un peu faire vivre la démocratie. C'est aussi ça, les élections, ça sert un petit peu à rééquilibrer des rapports de force. Vous le savez mieux que moi, André. Oui, on verra ça, Julien. Merci en tout cas. Merci Julien d'avoir été avec nous. On va marquer une courte pause sur Sud Radio. On va revenir dans un instant pour les perles, les huées et les bravos d'André Berkoff. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Oui, mais pas tout le monde, Johnny Hallyday, pas tout le monde. Il y a des portes du pénitencier qui s'ouvrent pour aller dans les tribunaux. Et au retour, eh bien, il se passe que 3 mecs arrivent avec des bons fusils, des bonnes mitrailleuses, tirent dans le tas, les fourgons pénitentiaires, 2 morts, 3 morts et des blessés. Et puis, je me suis fait la belle, on part en cavale. C'est le cas de Mohamed Amra, qui n'est toujours pas, à l'heure où nous parlons, retrouvé. Effectivement, Mohamed Amra, on se rappelle, dit la mouche. Alors c'est très intéressant parce que Mohamed Amra, effectivement, depuis le 14 mai, donc, il est recherché par les autorités. On s'est passé l'évasion sanglante, on vient d'en parler. Et puis depuis, les enquêtes ont effectivement prospéré. Et alors, on a appris énormément de choses, notamment ses échanges avec lui, Nawel, la petite amie de la mouche qui avait 27 ans. Elle est tombée folle amoureuse de Mohamed Amra il y a près de 4 ans. Il s'appelait Yanis à l'époque. Relation continue. À sa demande, elle aurait loué un appartement Airbnb au commando de la mouche pour le meurtre d'un trafiquant concurrent. Elle s'est occupée de lui complètement, prétextant être la sœur de Mohamed Amra. Elle lui rendra plusieurs visites à la prison de la Santé en 2023, l'occasion de se livrer à des coïts expéditifs, laissés entendre par les enregistrements de leurs entrevues. Coït expéditif, oui, c'est intéressant, voilà. En prison, tout va bien, n'est-ce pas, monsieur Dupond-Moretti, garde des Sceaux, qui a appris tout ça par la presse, parce que il y a des choses qu'il faut rappeler quand même très, très, très intéressantes. Enfin, la cellule de Mohamed Amra, donc, révèle que il y avait vraiment un traitement très intéressant. Je veux dire, il faut le dire. Mohamed Amra avait plusieurs téléphones portables dans sa cellule. BFM TV rapporte que sa sœur aînée aurait reconnu lui avoir remis une fois une carte SIM lors de son premier passage en prison. Mais entre janvier et mai 2023, écoutez bien, entre janvier et mai 2023, ce ne sont pas moins de 9 téléphones portables qui ont été saisis dans sa cellule de la prison de la Santé, d'après les informations de la chaîne. Il pouvait également fumer la chicha, oui, c'était bon la chicha, tout en surfant sur des sites de rencontres à l'occasion, voilà, tout va bien. Et Greg, qui a été incarcéré pendant 3 ans, disait au micro de RMC, la prison c'est le Club Med, mais ça dépend pour qui. Et oui, selon que vous soyez seigneur de la guerre ou gueux, selon que vous soyez épuisant et misérable, etc., voilà. Tout le monde sait qu'il y a des drones, qu'il y a des colis jetés pendant les promenades, les surveillants le savent, s'ils voulaient vraiment arrêter ça, ils agiraient, dit Greg, qui a été incarcéré pendant 3 ans. Il parvient même, Mohamed Amra, à se faire livrer de la nourriture à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Alors franchement, écoutez, voilà, oui, alors Wilfried Fonck, surveillant pénitentiaire et secrétaire général de le syndicat l'UAFAP, UNSAP Justice sur RMC, dit il y a des décisions qui sont prises pour acheter la paix sociale. Voilà, il faut acheter la paix sociale partout et il faut prendre des décisions. Vous comprenez, ça se passe pas comme ça, voilà. Donc voilà, oui, Mohamed Amra bénéficiait de détention effectivement
trop favorable. Il se faisait même livrer sa consommation de drogue par des projecteurs, comme on a dit, ou des drones au-dessus de la prison. Il pouvait appeler ses contacts via la messagerie cryptée Signal. Mais écoutez, c'est très intéressant. Voilà ce qui se passe, en tout cas, dans certaines prisons de France. Mais que demande le peuple ? Que demande le peuple ? Mais c'est vrai qu'il faudrait augmenter. On devait construire 15 000 places de prison. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est bien, les conditions de Mohamed Amra, cigarettes, whisky et petite pépé, ou pas de whisky, non. Cigarettes, drogue et petite pépé, portable, chicha et compagnie. Après tout, c'est intéressant, voilà, acheter la paix sociale. Donc, on demandera à M. Dupond-Moretti ce qu'il en pense, puisqu'il a appris ça par la presse. En tout cas, maintenant, il est au courant. Et puis, surtout, on se demandera vraiment comment continuer avec des fourgons pénitentiaires et des gens qui se font descendre, et des gendarmes ou autres, ou des surveillants pénitentiaires qui se font descendre. Mais oui, mais vous comprenez, il faut acheter la paix sociale. C'est important. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Dites pas que ça ne vous rappelle pas quelque chose, le film Le Jour le plus long. Merveilleux film, effectivement, Le Jour le plus long, The Longest Day, The Longest Day. Et puis l'autre film que vous avez, j'espère, vu, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le en replay partout. C'est Il faut sauver le soldat Ryan, le film de Steven Spielberg, sur cet incroyable débarquement du 6 juin 1944 sur les plages de Normandie. Eh ben, je vais vous dire un bravo pour cette cinquantaine de vétérans américains centenaires qui sont arrivés depuis quelques jours ici en France pour célébrer justement ce 80e anniversaire. Voilà, ils sont arrivés à l'aéroport de Deauville et certains d'entre eux ont été effectivement sur la plage d'Omaha Beach le 6 juin 44, et ils iront effectivement au cimetière où il y avait, vous savez, ces petits gars de Géorgie qui se foutaient pas mal de toi, qui sont venus en Normandie. Et rappelez-vous la chanson de Sardou, qu'on a un peu daubé, si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en Normandie, à parler je ne sais quoi, et à saluer je ne sais qui. Et je dirais aussi que peut-être il ne messierait pas que les Ruskov soient aussi là, parce que si les Ruskov n'étaient pas là en 44 à Stalingrad et ailleurs, on ne sait pas aussi quelle langue on aurait parlé, en 44-45. Donc voilà, il faut jamais oublier l'histoire et les réalités de l'histoire. Écoutez. Ils sont presque tous centenaires et ont fait le déplacement depuis Atlanta. Hier, 48 vétérans américains de la Seconde Guerre mondiale sont arrivés à Deauville pour célébrer les 80 ans du débarquement. Je suis très heureux d'être ici. Je suis de retour avec mes camarades, tous ensemble, mais dans un environnement et une époque différente. Au pied de l'avion, une invitée de marque pour les accueillir, Brigitte Macron. J'étais très excité de rencontrer Madame Macron. C'est un grand honneur de la voir. Mais aussi des enfants des écoles des alentours. Certains, passionnés d'histoire, étaient particulièrement émus. C'est trop d'émotions. C'est super comme moment, j'ai même pas les mots pour décrire cet événement. Pour rien que rencontrer les vétérans, c'est une des dernières fois. Il faut vraiment en profiter et plutôt la mémoire aussi, c'est très important. Et très important, effectivement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous savez, qui ne connaît pas le passé se condamne à ne rien comprendre au présent. Il ne s'agit pas de se réfugier dans le passé, mais de le comprendre et de le cultiver. Voilà. Donc il y aura toutes ces cérémonies. On espère qu'il y aura les chefs d'État du monde entier, mais de tout le monde entier, de partout, vraiment, et sans faire d'exclusion et sans faire de discrimination. Et je voudrais simplement dire, il y a un livre que je vous recommande, c'est le livre d'Annick Cogent, paru chez Grasset. On y était, ils y étaient. Elle a interviewé il y a 30 ans 18 vétérans du D-Day qui étaient sur les plages du débarquement. C'est des témoignages extraordinaires de sincérité, de foi de gens qui, au nom de valeurs, qu'est-ce qu'ils avaient à foutre? C'était pas leur intérêt personnel, ni même leur intérêt national. C'était des valeurs qu'il fallait défendre à ce moment-là. Ça s'appelle un combat juste, et oui, n'en déplaise aux planqués de tout acabit, il y a des combats justes.
On va marquer une courte pause sur Sud Radio. On se retrouve après les infos de 13h pour le face-à-face d'André Berkoff. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Avec terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. 13h03 sur Sud Radio, l'heure pour nous de vous présenter ce face-à-face jusqu'à 14h. Aujourd'hui, André Berkoff reçoit 2 invités. Le premier, Nicolas Mirkovic, essayiste qui vient nous voir pour une réédition de son livre L'Amérique Empire aux éditions Temporis. Et nous avons aussi en direct le général Jean-Bernard Pinatel, vice-président du think tank Géopragma, qui sort un livre le 6 juin qui s'appelle Ukraine, le grand aveuglement européen, carnet de 2 ans de guerre. C'est aux éditions Ballon. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Nicolas Mirkovic, je suis très heureux de vous recevoir tous les deux. Nous avons déjà reçu bien sûr ici, parce que vous publiez 2 livres, l'une un livre très augmenté, Nicolas Mirkovic, l'autre un livre qui va sortir, Le grand aveuglement européen, Jean-Bernard Pinatel. Et effectivement, c'est intéressant parce que ce sont 2 complémentaires à l'aune de ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit Russie-Ukraine, que ce soit Proche-Orient, etc. Il y a 2, effectivement, on a l'impression de se retrouver dans la guerre froide, mais évidemment, ça n'a rien à voir, on le sait. Donc, l'Amérique et la Russie, sauf qu'entre les 2, il y a l'Europe. Et l'Europe, d'après le général Pinatel, elle s'est mis un grand bandeau, elle s'est mis dans le déni, et ce sont mes expressions, et pas ce général Pinatel, bien sûr, tout se passe comme si elle paraît être cocue, battue et contente. Ce qui est quand même pas notre cas, vraiment. Nicolas Mirkovic, alors, effectivement, novembre, les élections américaines, on a vu ce qui se passe, le feuilleton des affaires de Trump, Joe Biden, effectivement, qui se représente. D'ailleurs, il y a un débat Trump-Biden dans quelques semaines, mais grosso modo, moi, je voudrais savoir un peu cet empire américain, ce monde unipolaire dont Fukuyama et les gens de la fin de l'histoire rêvaient, il s'est un peu fracassé, un monde multipolaire. Mais où en est alors l'Amérique, cet Amérique empire? Est-ce que cet Amérique empire existe encore quelque part ou n'existe pratiquement plus? Cet empire américain est en train de s'effriter, c'est-à-dire qu'il a connu son heure de gloire, c'est-à-dire après la Deuxième Guerre mondiale, avant même la fin. Il avait mis en place les accords de Bretton Woods, le dollar, il avait participé à la création de l'ONU, du FMI, de la Banque mondiale, du GATT, toutes ces organisations, ces instruments qui ont permis de développer l'empire américain. Et quand, dans les années 90, l'Union soviétique s'est écroulée, quand le monde socialiste est tombé, au lieu de continuer à se projeter par son soft power, par les think tanks, par le dollar, par le doux commerce, eh bien, les États-Unis ont voulu se précipiter. Ils ont voulu agrandir l'empire et faire rentrer tout le monde de gré ou de force à l'intérieur de ce dans le mondialisme. Mais alors justement, Nicolas Mirkovic, et ça vient pas du fait, parce qu'on le voit très très bien, qu'ils se sont dit, attendez, non seulement on avait raison d'être le seul pays au monde, la puissance mondiale, qui doit diriger tout et avoir raison sur tout, mais regardez, notre adversaire principal de la guerre froide, l'URSS, s'est effondré. Donc, on va continuer. Ils se sont mis avec Brzezinski, avec les néoconservateurs, dans l'idée de se dire, eh ben maintenant, finissons le travail et régnons sur le monde. C'est un peu ça. Exactement, mais sauf qu'au lieu de construire des partenariats, ils ont voulu soumettre. Ils ont dit, voilà, il y avait un excellent interview de Jeffrey Sachs, qui est un des seuls hommes au monde qui a ses entrées et à la Maison Blanche et au Kremlin. C'est un économiste, un professeur. Il a fait avec Tucker Carlson. Avec Tucker Carlson. Une interview remarquable. Et lui, il explique comment, dans les années 90, les Russes voulaient rentrer dans ce modèle, on va dire, libéral. Le mondialisme les intéressait, les organisations, même pilotées par les Américains, les intéressaient. Mais ils se sont rendus compte petit à petit, et c'est Jeffrey Sachs qui le rappelle, mais il n'est pas le seul, Michael Hudson, d'autres éminents professeurs américains le rappellent, ils ont compris qu'on était en train de leur mettre un joug dessus. Les Américains leur disaient, voici les règles, sauf que vous devez jouer avec nos règles. Ils ne respectaient pas du tout la souveraineté de la Russie, comme ils ne respectent pas la souveraineté de nombreux pays. Et ce qui fait que, au bout d'un moment, ce qui avait marché avec d'autres pays, parce que c'est beaucoup plus facile de soumettre la Pologne, de l'ex-Yougoslavie ou des pays d'Amérique du Sud, qui avaient connu le joug soviétique et qui n'en voulaient plus pour des raisons. Sauf que la Russie, elle, n'avait pas cette vision. La
la Russie est une vieille nation, elle construit sur le temps long, elle s'est dit, je ne veux pas jouer avec ces règles, donc elle a commencé à se préparer à, justement, à avoir des alternatives au modèle américain sans chercher la confrontation, sauf que en parallèle, eh bien, que faisaient les Américains? Ils ont attaqué illégalement la Yougoslavie en 99, sans l'aval des Nations Unies. Ils ont attaqué l'Irak en 2003, sans validation des Nations Unies. Ils ont organisé des révolutions de couleurs, c'est-à-dire que quand il y avait des gouvernements... Sans parler de la Libye aussi, la Libye, l'influence en Syrie, il y a partout dans le monde les États-Unis, mais ça c'est pas nouveau, s'ingèrent. Sauf que là, quand il n'y avait plus d'adversaires en face, eh bien ils ont bombardé tout ce qu'ils faisaient avant. En dessous de la table, avec ils subventionnaient, payaient des associations, des partis qui étaient contre le parti en place parce qu'il n'était pas aligné sur les États-Unis. Ils ont commencé à bombarder tout le monde et les Russes ont pris peur. Et l'OTAN n'a cessé de se rapprocher des frontières de la Russie et d'organiser, et on oublie de le rappeler, des opérations militaires, des exercices militaires avec des dizaines de milliers d'hommes sur la frontière de la Russie. C'était pour contraindre, c'était pour faire peur à la Russie. Sauf que la Russie a dit, mais nous on va pas avoir peur, on veut défendre notre souveraineté et on n'a plus peur de vous. Et les Russes sont sortis du bois à un moment où on s'est rendu compte que beaucoup de pays de la planète ne veulent plus de cette hégémonie américaine, de ce projet mondialisme, woke, cancel culture. Tous les BRICS, etc. Les BRICS, des pays en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud même. Et aujourd'hui, cet empire américain qui a connu son heure de gloire, qui était vraiment extrêmement puissante, rayonnante, et qui avait de la culture à partager dans le monde entier, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ils avaient ce rôle, s'effrite parce qu'ils n'arrivent plus à avancer au niveau, on va dire, territorial comme ils le faisaient avant. Leur modèle de cancel culture, de woke, de réingénierie sociale, de redéfinir ce qu'est une famille, de redéfinir ce qu'est une nation, d'essayer de gommer tout le passé, les traditions, est tombé sur un écueil, tombe sur des murs. Il y a des pays qui ne veulent pas de ce cancel culture. On va en parler, et on va parler de cette cancel culture, même au sein des États-Unis. D'ailleurs, il y a des réactions très fortes. Et c'est un point très important de noter qu'ils sont extrêmement divisés entre eux, ce qui est nouveau aussi. Tout à fait. Alors justement, on va parler, est-ce que... Je ne parlais pas de l'Empire européen, bien sûr. Est-ce que l'Europe, général Jean-Bernard Pinatel, s'effrite? Vous parlez de grand aveuglement européen. Est-ce que l'Europe, qui aujourd'hui, dans ce conflit Russie-Ukraine, enfin dans ce qui s'est passé depuis 2 ans, justement, vous dites carnet de 2 ans de guerre, qu'est-ce qu'on constate, général Jean-Bernard Pinatel? D'abord, je voudrais juste, de votre part, parce que je suis vos tweets et vous faites beaucoup d'analyses militaires sur le terrain, où en est-on aujourd'hui? Alors nous parlons sur le terrain rapidement, et puis ensuite, où en est-on de cet effritement, je dirais, de l'Europe? Pour moi, si vous voulez, contrairement à ce que disent beaucoup d'analystes sur les plateaux, Poutine n'a qu'un but, c'est maintenant de terminer la conquête des 4 oblasts qu'il a annexés, et le fait... en grignotant et en économisant ces hommes, et essentiellement en utilisant sa supériorité aérienne qui comprend à la fois les avions, des bombes planantes et puis sa supériorité terrestre d'artillerie. Donc il écrase un peu tout sur son passage, et ensuite quand les défenseurs sont vraiment sur le point de craquer, il envoie quelques commandos qui nettoient les dernières tranchées. Voilà, donc c'est un grignotage qui avance peut-être un peu plus vite actuellement, dans la mesure où l'Ukraine est un peu à bout, parce que, comme l'ont vu d'ailleurs des journalistes, les Européens, les soldats sont depuis 2 ans et demi les mêmes soldats sont depuis 2 ans et demi dans les mêmes tranchées, parce que l'Ukraine n'est pas capable de faire la relève, qu'ils ont eu beaucoup de morts et blessés, et puis que surtout, c'est que l'Occident, l'Europe et les États-Unis, on est, comme on dit les Anglais, we are out of weapons, c'est-à-dire qu'on leur a donné tous nos stocks, que ce soit de munitions et de matériel. Vous vous rendez compte qu'aux États-Unis, on sait que pour refaire les stocks de Stinger, il faudrait 7 à 8 ans au rythme de la production actuelle. Vous voulez dire que les stocks américains aujourd'hui, très franchement, d'après ce qu'on sait, d'après ce que vous dites, sont, je ne dirais pas avides, mais sont pratiquement épuisés? Ils ne sont, c'est pas, en tout cas, ils ont atteint un niveau d'alerte à tel point que l'amiral Cold, qui dirige, qui est le chef d'état-major de la Navy, appuyé par le secrétaire d'État, dès mars 2023, a dit que ce qu'on donnait à l'Ukraine commençait à
impacté la marine américaine, et notamment que les missiles Mermer dont il avait besoin pour faire face éventuellement à une agression de la Chine à Taïwan ne lui arrivaient plus et qu'il ne serait pas capable de faire la guerre contre la Chine. Donc, et alors justement, on reparlera de l'Amérique bien sûr. Et nous alors en Europe, vous parlez de l'aveuglement européen. En Europe, si vous voulez, la chose qui est là, c'est qu'on n'a jamais voulu reconnaître effectivement le besoin de sécurité de la Russie. La Russie, comme l'a très bien dit mon prédécesseur, a eu peur parce que effectivement cette puissance impériale a commencé à enfreindre les règles qu'elle avait elle-même élaborées à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en bombardant en 79 Belgrade pendant 70 jours, ensuite en faisant la guerre en Irak sous des faux prétextes, puisque les associations américaines ont vu qu'ils avaient menti au niveau mondial sur la possession d'armes de destruction massive de Saddam Hussein. Oui, bien sûr. C'est bien avec Al-Qaïda près de 900 fois. Donc ils se sont dit, si effectivement ils font des manœuvres à nos frontières, c'est un jour pour nous rentrer dedans. Et ensuite, il y a eu toute l'affaire sur l'Ukraine en particulier, que la Russie considère comme faisant partie de ses intérêts vitaux. Il y a eu l'affaire de Maïdan, qui a éliminé un président qui était plus favorable, qui avait fait des erreurs, parce que au niveau de la gestion, c'était évident. Non, Général Pinatel, on a parlé ça, Maïdan et tout ça, et les accords de Minsk et tout ça, ça a été... Mais juste un mot. Aujourd'hui, est-ce que vous considérez, on va continuer à en parler longtemps, est-ce que vous considérez aujourd'hui, même si la guerre continue, que la guerre est pliée, que c'est plié? Bien entendu, dans mon livre, je dis que pour moi, elle était pliée dès février 2022, parce que c'est la première guerre qui est livrée à ses frontières par la première ou la deuxième puissance nucléaire du monde, qui a dit qu'elle faisait cette guerre parce que ses intérêts vitaux étaient en jeu. Et donc, la peur des Américains, et Biden l'a dit X fois, la peur des Américains, c'est que Poutine nucléarise le conflit. Et les Américains savent très bien que, puisque l'Ukraine n'est pas un enjeu vital pour eux, ils ne répondraient pas nucléairement. Et donc, nous, les Européens, en dehors de la France, qui ont mis leur sécurité sous le parapluie nucléaire américain, commenceraient à se poser des questions. Oui, bien sûr. Si effectivement ils ne nucléarisent pas un conflit pour l'Ukraine, est-ce qu'ils vont le nucléariser pour la Pologne ou pour les pays baltes? Et donc, tous les Ukrainiens ont joué avec une main dans le dos. C'est-à-dire que, c'est ce que m'avait dit un général ami du Pentagone, « We give Ukraine enough to survive, but not enough to win ». Donc, on leur a donné tout ce qu'il fallait pour... De quoi survivre, mais pas de quoi gagner. Et voilà, et pas pour gagner, juste pour maintenir la tête hors de l'eau. Et parce que cette guerre... finalement, qui dure, en tout cas qui dure depuis 2 ans, parce que je pense que si ça dure plus longtemps, ça posera problème aux États-Unis, mais cette guerre depuis 2 ans est une bonne chose pour les États-Unis, car elle évite une alliance stratégique, économique et stratégique entre l'Europe et la Russie, que Brzezinski avait considéré dans son livre Chipier en 97 comme le risque majeur pour la suprématie des États-Unis. On va en parler, Général, on va continuer à parler avec vous et avec Nicolas Mirkovic. Tout ça est lié, comme on le voit, après cette petite pause. Et puis 0826 300 300, si vous voulez intervenir par la suite, vous êtes évidemment les bienvenus. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et je ne suis pas le seul, avec vous et avec le général Jean-Bernard Pinatel qui sort Ukraine, le grand aveuglement européen aux éditions Ballant, et avec Nicolas Mirkovic qui sort l'Amérique Empire, édition revue et augmentée aux éditions Temporis. L'Amérique, la Russie, l'Europe.
Général Jean-Bernard Pinatel, juste pour continuer, on a expliqué que bon, c'était plié, mais que malheureusement et de façon tragique, chacun voulait, en tout cas un certain nombre de gens voulaient qu'on se batte jusqu'au dernier Ukrainien, parce que ce qui est terrifiant dans cette histoire, c'est tous ces morts pour rien en ce moment, et c'est ça le plus terrible. Mais au-delà de ça, je voudrais qu'on tire un peu les conclusions. Ce matin, vous savez, sur Sud Radio, Jean-Jacques Bourdin recevait Thierry Breton, commissaire européen Thierry Breton, et on parlait de l'embargo. Et il disait, oui, mais Jean-Jacques Bourdin lui demandait, mais l'embargo, nous, il n'est pas complet. Nous continuons à acheter du gaz russe. Et Thierry Breton de répondre, ah oui, mais ça, on fait des exceptions parce qu'on a encore besoin du gaz russe. Ça dit quoi, ça, Général Pinatel? C'est formidable. On fait un embargo, on s'en va, on veut plus rien avoir avec les Russes. Ces salauds qui ont envahi et qui veulent nous envahir. D'ailleurs, ils veulent aller jusqu'à Paris, hein. Et on va voir les Cosaques faisant boire leurs chevaux sur la place de la Concorde. Mais attendez, oui, mais on a besoin de gaz un peu. C'est comme les Américains qui continuent à acheter du gaz russe. Les Américains achètent même de l'uranium. De l'uranium, exact. Alors, qu'est-ce que ça dit de l'Europe en général et du pouvoir européen en général et du pouvoir français en particulier, Général Pinatel? Alors, écoutez, l'Europe, effectivement, on est, et notamment l'Allemagne, qui a pu développer son industrie grâce à l'énergie bon marché. Oui. Aujourd'hui, on voit bien que ces sanctions se retournent contre nous. Et que, en fait, quand on reprend les chiffres qui ont été publiés par le FMI, hein, la Russie a retrouvé dans la Chine et dans l'Inde plus qu'elle nous livrait à nous. Et d'autant plus que nous, on continue à lui en acheter parce que on ne sait pas encore, on n'est pas dans la transition, on ne sait pas encore. Et ça a aidé aussi beaucoup les Américains parce que je pourrais, sur des chiffres de British Petroleum, en 2021, les Américains exportaient, l'Amérique du Nord n'exportait que 2 milliards de mètres cubes de gaz. Et avec l'augmentation du prix du gaz, l'année dernière, ils ont pu en exporter 104 milliards. Donc, si vous voulez, ils ont multiplié pratiquement par 100 leur exportation de gaz. 104 milliards, ouais, d'accord. Grâce aux sanctions. Voilà, donc nous, on est les dindons de la farce. On est vraiment les dindons de la farce parce que nos dirigeants sont des affidés des intérêts anglo-saxons et ne défendent pas les intérêts de l'Europe. Et Macron en particulier ne défend pas les intérêts de la France parce que nous, on ne risque rien, on a une dissuasion nucléaire qui est crédible. Ouais. Voilà, donc on n'a pas besoin du parapluie américain et donc depuis Sarkozy avec Hollande, on a abandonné la ligne gaulliste qui était la France doit être un trait d'union entre l'Est et l'Ouest et non pas défendre les intérêts de l'Est ou défendre les intérêts de l'Ouest. Voilà, et depuis qu'on a fait ça, on a perdu une crédibilité non seulement en Europe, mais internationale. Ouais. Alors justement, Nicolas Mirković, parlons un peu de cette crédibilité. Alors effectivement, aujourd'hui, l'Amérique, c'est clair, profite de ce qui se passe, en tout cas, dans cet affrontement Russie-Ukraine et toutes ses conséquences depuis 2 ans et demi. Et bien en même temps, vous parlez, vous dites c'est très intéressant. Il y a eu donc les 4 ans de Trump entre 2017 et 2021, et puis début 2021, il y a eu Joe Biden. Donc je rappelle que le 5 novembre, on vote aux États-Unis pour le prochain président. Qu'est-ce qu'on pourrait dire du bilan de Biden aujourd'hui ? En étant tout à fait objectif, c'est un bilan catastrophique. Les dernières élections américaines étaient une farce. C'était une farce de Est-ce que vous pensez que ça a été truqué ? Je ne sais pas. On ne peut pas affirmer, parce que les gens disent oui, c'est truqué, mais c'est facile. Alors écoutez, moi je ne peux pas affirmer que ça a été truqué. Je peux affirmer en revanche qu'il y a des morts qui ont voté. Je peux affirmer qu'il y a des candidats qui ont reçu des voix électroniquement qui n'auraient pas dû recevoir. Je peux affirmer qu'à minuit, ils ont arrêté de compter et qu'ils ont fermé les bureaux de vote et qu'ils ont repris à 6h du matin, et qu'un pays qui a ce genre de pratique n'est clairement pas un pays qui est mûr pour donner des leçons de démocratie au monde entier. D'accord ? Donc ça c'est clair, ça c'était la situation des États-Unis, avec Donald Trump lui-même à la fin,
qui dit que les élections ont été truquées. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Oui, c'est normal que Trump le dise. Oui, mais je pense que dans une véritable démocratie, hein, s'il avait pas, il aurait pu dire, écoutez, j'ai perdu. Il est peut-être un mauvais joueur. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, ils n'ont pas donné l'exemple d'une démocratie rodée, transparente, avec des règles claires et nettes, avec des moyens de vote qui étaient complètement transparents et que et au-dessus de tout. Alors revenons au bilan. Qu'est-ce qu'il a fait, Biden? Il a récupéré un pays qui a été un peu déchiré par le Trumpisme, par ses élections. Il aurait dû ramener la paix dans son propre pays déjà. Les États-Unis n'ont jamais été aussi déchirés. Il y a deux Amériques. Vous avez l'Amérique vraiment des côtes, qui est plutôt woke, cancel culture. Alors je vais être un peu caricatural, mais c'est là où cette idéologie vraiment mondialiste de réingénierie sociale, on va redéfinir l'homme, on va redéfinir la femme, les enfants, la famille, la tradition. Plus de biologie. Il y a plus de biologie. Il y a plus de biologie. Il y a avec plein de directives qui viennent de l'État américain, qui est de plus en plus présent, qui surveille de plus en plus les Américains. Donc il y a à la fois cette ultralibéralisme sur le terrain, avec un contrôle omnipotent en haut, et le reste de l'Amérique entre les deux, qui est plutôt une Amérique des valeurs traditionnelles, une Amérique, on va dire peut-être une partie de l'Amérique qu'on aime aussi, hein, une Amérique qui est peut-être un peu plus simple, mais qui est... Juste un mot, hommage à l'Amérique des contre-pouvoirs. On voit très très bien comment les comités, contrairement à nos commissions d'enquête parlementaire, en tout cas la plupart, pas toutes bien sûr, heureusement, mais ils vont jusqu'au bout, on voit ce qui se passe avec le Covid. Mais pour revenir à ce que vous disiez, Amérique divisée, Nicolas Mirkovic, Amérique qui continue aujourd'hui à diriger Biden et son entourage, continue en fait les néoconservateurs et la politique néoconservateur, c'est ça? Oui, parce qu'ils sont déconnectés, c'est comme nos élites à nous, ils sont déconnectés de la réalité. C'est ce que Christopher Lasch avait expliqué, c'était vraiment la trahison des élites. Ils sont persuadés qu'ils ont raison, ils se fichent complètement de ce que dit le peuple, ils n'écoutent pas. Biden n'a pas entendu qu'une partie de la population américaine voulait Trump, ils voulaient du America First, ils voulaient de la sécurité, ils voulaient protéger leurs frontières, ils ne voulaient pas les guerres. Qu'est-ce qu'il a fait, Biden? Il a fait le contraire. Il a essayé d'éteindre le feu dans son propre pays avec un lance-flamme, et c'est ce qu'il fait également dans le reste du monde. C'est-à-dire les migrants, en plus, l'afflux des migrants. On oublie que Obama avait construit un mur avec le Mexique. Trump n'a fait que poursuivre ce projet d'Obama, et les Américains laissent rentrer énormément, des centaines de milliers de migrants dans leur pays. Les Américains n'en veulent pas, en tout cas une bonne partie d'Américains qui n'en veulent pas. Biden n'a fait comme si ces gens n'existaient pas. Et malheureusement, c'est un trait de caractère qui est commun avec nos propres politiques en Europe. On a les atlantistes, globalement, sont persuadés qu'ils ont raison contre le peuple, et qu'ils déroulent leur projet, sauf que leur projet s'est pris les pieds dans le tapis. On n'est plus dans les 30 glorieuses, on n'a plus la prospérité, le plein emploi, la sécurité. Aujourd'hui, on n'a plus de moyens en France ou aux États-Unis pour des hôpitaux de qualité. On n'a plus les moyens d'avoir une sécurité, une justice de qualité. Et donc les Américains se rebiffent contre ça, et c'est normal. Et Biden, au lieu d'apaiser la situation, n'a fait que prolonger les Amériques dans une situation économique qui est encore pire, avec une inflation qui a été très forte. L'Amérique est extrêmement endettée. Il y a 90 000 milliards de dettes aux États-Unis, plus de 33 000 milliards pour l'État. C'est-à-dire, c'est 125% du PIB. Il faudrait travailler pendant un an gratos pour rembourser les banques. Voilà, et on a le même. La France, c'est pareil, on est à plus de 100% d'endettement. Donc les Américains ne sont pas contents. Et sur la scène internationale, là où les électeurs de Trump avaient dit attention, on veut se concentrer sur les États-Unis, Biden, lui, va déclencher, mettre de l'huile sur le feu de nouveau en Ukraine, où il y a eu un coup d'État qui a été poussé par les États-Unis. On le sait aujourd'hui, il n'y a même plus de doute là-dessus. Au Moyen-Orient, là où les États-Unis étaient omniprésents, au lieu de pacifier les différentes régions, les Américains connaissent par cœur tous les responsables, les rois, les présidents de toute la région. Au lieu de pacifier ça, ils ont laissé la situation exploser. Une situation terrible. Donc c'est une catastrophe pour Biden aujourd'hui. C'est un bilan on voit pas à quel point il pourrait marquer. On va voir ça effectivement, Nicolas Mirkovic. On continue avec vous et avec le général Jean-Bernard Pinatel tout de suite après cette petite pause. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours, et c'est passionnant, et vous êtes très nombreux à réagir et à nous écouter, avec Nicolas Mirkovic, auteur de L'Amérique Empire aux éditions Temporis, et avec le général Jean-Bernard Pinatel, vice-président de Think Tank Géopragma, auteur d'un livre qui sort, Ukraine, le grand aveuglement européen, aux éditions Ballant.
Justement, Jean-Bernard Pinatel, cet aveuglement-là, cet aveuglement européen dont vous parlez, il va se prolonger parce que apparemment, on ne voit pas. Alors, on voit évidemment, il y a des voix dissidentes comme les vôtres. Il y en a beaucoup. Et il y a des gens qui disent attention, effectivement, où va l'Europe. Justement, on est à la veille de l'élection du Parlement européen dans quelques jours. On est aussi. C'est symbolique, mais c'est intéressant qu'à quelques jours d'intervalle, et j'aimerais avoir votre ressenti par rapport à votre livre et à ce que vous dites dans votre livre. 80e anniversaire du débarquement allié en Normandie, sur les plages de Normandie. C'est le 6 juin. Le 9 juin, nous votons pour les élections, enfin 400 millions d'Européens votent, en principe votent s'ils ne s'abstiennent pas pour le Parlement européen. Et ce Parlement européen et cette Europe, est-ce qu'elle est, à Bruxelles et ailleurs, une espèce de déesse aux yeux bandés et à l'épée qui fléchit? Alors, le mot important qu'a dit Nicolas Mirkovic, c'est la déconnexion. Pour moi, nos élites sont déconnectées, et je peux vous en donner un exemple qui est Macron. Si vous voulez, pour les États-Unis, il est tout à fait clair que Poutine peut nucléariser ce conflit. Oui. Et donc, c'est pour ça que l'OTAN et les États-Unis ont dit on n'enverra jamais de troupes en Ukraine. Mais Macron a commencé par, bien renseigné par nos services qui savent que ça craque un peu en Ukraine, a dit il va falloir un de ces jours qu'on envoie des troupes. Il s'est fait immédiatement taper sur les doigts. Alors là, il fait une reculade à son habitude. Maintenant, ce sont des instructeurs pour les canons César qu'on va envoyer là-bas. L'ennui, c'est que ces instructeurs, ils sont déjà en train de former des Ukrainiens au camp de Kanjuers depuis plusieurs mois. Alors pourquoi oui, aujourd'hui, attendez, c'est important parce que vous dites aujourd'hui, Jean-Bernard Pinatel, c'est une information quand même que tout le monde n'a pas, en tout cas pour que gens. Vous dites que les Ukrainiens sont entraînés au camp de Kanjuers depuis plusieurs mois. Sur nos canons César depuis plusieurs mois. Alors pourquoi les envoyer? Et je pense qu'il va nous faire encore pour c'est ce qui se murmure dans les niveaux, qui va nous faire encore une reculade. Et alors là, qui me fait vraiment rigoler la truc, c'est qu'il va proposer une coalition internationale d'instructeurs. Et ça, il nous a fait le coup, parce que chaque fois qu'il a un problème en France, il fait une commission. Et chaque fois qu'il a un problème à l'international, il fait une coalition. Rappelez-vous, le 24 octobre, quand il est allé en Israël, qu'est-ce qu'il a dit à Bézanaï? Je vous propose de faire une coalition internationale contre le Hamas. Il a dit contre l'État islamique et qui va servir aussi contre le Hamas. On a vu ce qu'elle est devenue. Donc, si vous voulez, je pense que effectivement, on est déconnecté d'une véritable réalité. On nous dit que Poutine veut envahir l'Europe. Oui, beaucoup de personnes, dont des experts, et journalistes et autres, disent oui, Poutine veut en reprendre l'Europe. Il n'a pas les moyens. Ça fait 2 ans et demi, il n'a même pas réussi à prendre les 4 Oblats qui représentent 18% du territoire ukrainien. Donc, c'est pas sérieux. Non, oui, il serait en mesure de faire que tout le monde lèverait les bras en Europe. C'est si on arrivait à le provoquer à un tel niveau qu'il largue une première arme nucléaire sur le champ de bataille. Moi, j'ai vu 5 tirs nucléaires aériens au Pacifique. De la puissance d'Hiroshima, j'étais sur le croiseur de Grasse à 10 km. Je peux vous assurer que ça décoiffe à 10 km et que tout le monde lèverait les bras à ce moment-là, tout le monde ferait Abdullah à Poutine. Certainement, parce que les Américains ne nous aideraient pas. Ouais. Et vous voyez, donc voilà, on est déconnecté d'une réalité stratégique qui est que pour les Russes, eh bien, on ne peut pas accepter d'avoir des missiles de l'OTAN à ses frontières, et notamment dans les frontières de l'Ukraine, tout simplement parce que jusqu'en gros le Dniepr, si vous voulez, ça a appartenu à l'Empire russe depuis toujours, depuis siècles, et que les Ukrainiens de l'Ouest, qui étaient plutôt du côté des Allemands, alors que les Ukrainiens de l'Est étaient plutôt du côté des Soviétiques, eh bien briment
brime ces gens-là du Donbass et de Crimée et tout ça. Des oblasts de Zaporijjie et de Kherson. Vous voyez, donc on dit n'importe quoi. Et c'est pour ça que moi je suis rentré en résistance pratiquement dès le mois de mars 2022 et que j'ai ensuite publié, comme vous me l'avez dit, sur LinkedIn et sur Twitter. Depuis 2 ans, j'ai essayé de rétablir la vérité un peu stratégique, mais je n'ai, en dehors de chez vous, je n'ai jamais été invité sur les autres médias parce que je ne suis pas dans le sens de la doxa, qui est de dire Poutine est un grand méchant qui va envahir l'Europe et ensuite on va donner tellement d'armes à l'Ukraine qu'elle va gagner, on va l'aider à la victoire. Or, l'Ukraine ne pourra pas gagner cette guerre tout simplement parce que les Américains ont décidé que l'Ukraine ne la gagnera pas. Oui, c'est les Américains qui ont décidé ça. Faut le rappeler. Mais oui, voilà. Donc c'est une réalité stratégique que tous les gens. Mais pourquoi juste un mot, Gérard Pinatel, un dernier mot. Pourquoi Macron, qui est quand même entouré, vous dites l'armée française, enfin les instructeurs, les gens, il y a quand même des gens qui voient ça. Il y a vous, puis il y en a beaucoup d'autres. Ils ne les écoutent pas ou quoi, à votre avis? Mais bien entendu, il a les renseignements de nos services et qui sont bons. Regardez le général Gomard, qui est le numéro 3 dans la liste de LR. Au moment du Donbass, les Américains avaient essayé de nous dire par les renseignements que Poutine allait attaquer déjà l'Ukraine, et nos renseignements montraient qu'il n'avait absolument pas déployé la logistique et les services de santé nécessaires, et on était bien informés par nos services, comme en Irak. Chirac a été bien informé par nos services, donc il est bien informé, mais lui, si vous voulez, il croit que cette guerre est l'opportunité de créer une Europe supranationale dont il rêve, et si on peut dire, dans sa politique depuis qu'il est là, c'est le seul axe sur lequel il n'a pas bougé. L'Europe fédérale, absolument. Voilà. Je crois. Les gens ne veulent pas. D'accord. Je crois, Esteban, que nous avons un. Effectivement, c'est Bruno qui nous appelle depuis Paris au 0826 300 300. Bonjour Bruno. Bonjour Bruno. Oui, bonjour à André et à ses invités. Écoutez, tout d'abord, brièvement, je voudrais faire quand même état de l'inquiétude qui monte quand je discute avec des copains, avec des amis. Il y a une véritable inquiétude. Les gens ont le sentiment qu'on nous conduit à une guerre directe avec la Russie. Les gens commencent à avoir peur, tout simplement, de ce qui se passe. Et donc, ma question, c'est la suivante. On a autorisé les Ukrainiens à utiliser des missiles français, des missiles Scalp, qui sont équipés d'une charge explosive de 500 kilos sur des bases, voire sur des villes russes. Est-ce qu'on peut exclure, je voudrais avoir le sentiment de vos invités, est-ce qu'on peut exclure, malgré tout, une potentielle riposte russe sur le sol français? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, je voulais avoir le sentiment de vos invités. Je repense aux centaines de milliers de morts russes, aux millions de morts russes de la Seconde Guerre mondiale. Je voulais leur demander, peut-être en pensant aux morts de Stalingrad ou de Leningrad, ce qu'ils pensaient de l'exclusion de la Russie des cérémonies du 6 juin, du débarquement. Merci Bruno. Je voudrais pour la première question, celle des missiles, effectivement que beaucoup de gens se posent la question au général Pinatel, et la seconde question je la poserai à Nicolas Mirkovic. Mais effectivement aujourd'hui on sait qu'il y a des missiles anglais, d'ailleurs américains, et puis il y a nos missiles donc qui sont effectivement officiellement, on a dit aux Ukrainiens, pouvaient les utiliser pour bombarder. D'ailleurs juste un mot, Emmanuel Macron a été très clair, il a dit je ne vois pas pourquoi les Russes envoient des missiles sur l'Ukraine et que les Ukrainiens n'aient pas la possibilité d'envoyer nos missiles sur les endroits d'où on les bombarde. Général Pinatel, est-ce que ça ne peut pas dégénérer, ça? C'est peut-être le seul moment où je suis d'accord avec Macron, mais sur ce point-là. Mais le risque qu'il y a toujours, c'est que, contrairement à ce qu'on pense, il y a une opinion publique en Russie, et Poutine a une droite, une extrême droite très forte à la Douma qui, depuis 2022, demande qu'on nucléarise le conflit. Ouais. Et la peur que j'ai, et que les Américains ont, puisqu'ils n'ont jamais voulu que l'on frappe le sol russe avec les armes occidentales, c'est que Poutine en prenne prétexte pour nucléariser le conflit.
Et si il ne répondra pas sur la France, mais je pense qu'il nous jouera un chien de sa chienne. Je pourrais vous en parler au moment des JO avec la cyber, mais il répondra. Il peut répondre sur le sol ukrainien. Et s'il répond avec une arme nucléaire sur le sol nucléaire, la guerre s'arrêtera tout de suite. La guerre s'arrêtera tout de suite. Et tout le sang versé par les Ukrainiens pour défendre leur pays et que j'admire leur héroïsme n'aura servi à rien à cause d'une foucade d'un président de la République français, qui ne tient pas compte de ce que tous les stratèges... Mais Gérard Pinatel, il y a une contradiction parce que vous dites je suis d'accord là-dessus avec Macron, mais Macron, ce qu'il dit, allez bombarder. Mais je suis d'accord à la limite que ce serait normal que l'Ukraine puisse tirer sur la Russie, mais les États-Unis pensent que si la Russie est frappée, si les Russes ils nucléarisent le conflit. Et les États-Unis, depuis le début, et Biden l'a dit, dès les premiers jours, ça a été publié par The Economist en septembre dernier, les consignes qu'il a données à son staff. Tout à fait. Mais Gérard Pinatel, en fait, Macron est le seul, toute l'Europe ne dit pas ce qu'il dit là-dessus. C'est-à-dire qu'il est le seul à dire, effectivement, on peut dire logiquement, ils peuvent répondre, mais c'est le seul à dire, eh bien oui, il faut répondre en bombardant les endroits russes où ça se passe, quoi. C'est le seul. Les autres ne disent pas ça. Bien entendu, il est le seul, et il voulait simplement, c'est pour ça que je dis qu'il est déconnecté comme les autres, comme les Européens sont déconnectés, parce que il ne veut pas croire, comme on ne voulait pas croire que les Russes allaient attaquer. Il y avait que les Américains qui nous disaient qu'ils allaient attaquer, on ne voulait pas croire que les Russes attaquaient. Il ne veut pas croire que Poutine passera le cap de la nucléarisation du conflit. Or, Poutine, on le traite d'Hitler, on le traite de tout. Qu'est-ce qu'on peut le traiter de plus, si vous voulez? Donc, on a coupé tous les ponts avec lui. Donc, si on tue des populations russes en profondeur, ça peut être le prétexte qu'il attend, ou que les gens autour de lui attendent. Alors, Nicolas Mirkovic, votre opinion là-dessus, votre ressenti là-dessus? Alors, je suis d'accord complètement avec ce que vient de dire le général Pinatel, mais je veux dire qu'il faut faire attention. Parce que au bout d'un moment, on n'arrête pas de mettre de l'huile sur le feu. Et il va y avoir une escalade. Et moi, je vais vous parler de mon expérience. Je suis né d'un père yougoslave. Et dans les années 90, quand la Yougoslavie n'allait pas bien, certains disaient « Ouh, il y a des tensions, l'État va tomber ». Personne ne croyait qu'il allait y avoir la guerre. C'était vraiment quelque chose qui était... Et en très très peu de temps, avec notamment de l'huile qui a été rajoutée sur le feu par les Américains, par les Atlantistes. J'ai eu l'occasion de m'en entretenir avec Jacques Delors qui m'avait dit à l'époque, on était seuls, les yeux dans les yeux, il m'a regardé, on n'avait pas le choix. Sur l'interprétation de cette phrase qu'il m'avait donnée, c'était les Américains voulaient détruire l'ex-Yougoslavie et très rapidement, du jour au lendemain, on est parti en guerre civile. Des voisins, des familles ont été déchirés, on s'est battus les uns contre les autres. Et personne n'y croyait quelques jours auparavant. Là, on est en train de jouer à un jeu avec un pays qui a le feu nucléaire. C'est pas du tout les mêmes conséquences. Vous dites, on peut pas écarter la possibilité. Oui, mais c'est clair. À partir du moment où les Russes ont dit que c'est une cause existentielle extrêmement importante pour les Russes, et ils iront jusqu'au... Ils le feront. Ils le feront, et je vais rebondir sur la deuxième question de l'auditeur, sur la commémoration de la Deuxième Guerre mondiale, et je veux souligner cette hypocrisie du camp occidental, de l'Union européenne, et jusqu'à une certaine mesure aussi des États-Unis. On est en train de dire plus jamais ça. Moi, à l'école, on m'a dit plus jamais ça. On construit l'Europe pour la paix. Voilà notre objectif. On veut plus voir ça. On va commémorer la mort de milliers de gamins américains qui sont venus pour nous libérer, même si je pense que leur gouvernement avait d'autres prétentions que ça. Mais enfin, ils sont venus, je le respecte, et je le respecte complètement. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus. Pour autant, pourquoi est-ce qu'on n'invite pas la Russie? Est-ce que c'est pas où est le message de paix? Où est le mot paix? Vous savez, on a dépensé plus de 200 milliards d'euros pour la guerre en Ukraine. Un petit peu aussi pour un petit peu d'aide humanitaire. Si on avait dépensé 1% de ça sur la paix, quand est-ce que Macron et Ursula von der Leyen vont parler de la paix? Quand est-ce qu'on va dire, écoutez, on a une tension en ce moment, on n'est pas d'accord, mais on va vous faire venir parce qu'on va commémorer ensemble cette victoire. Personne ne parle de négociation, on parle plus de négociation. Non, on parle c'est qui va sortir le plus d'armes, qui va sortir c'est hallucinant. Et là, je peux vous garantir que il n'y a qu'à lire des livres d'histoire, notre humanité est juste remplie, ce sont plein d'épisodes de guerre que nous faisons entre nous. Là, on a des puissances nucléaires, il est temps de s'asseoir,
de négocier, de discuter. C'est dans l'intérêt de tout le monde. On va continuer à en parler avec vous deux et avec les auditeurs de Sud Radio juste après cette pause. Oui. À tout de suite. Et vous connaissez le numéro 0826 300 300 pour réagir. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h et on accueille Vanessa qui nous appelle depuis l'Ariège. Bonjour Vanessa. Bonjour Vanessa. Bonjour Monsieur Berkov. Bonjour à vos deux invités. Tout d'abord Monsieur Berkov, merci infiniment rapidement pour l'excellence de votre travail journalistique et pour la pluralité des opinions exprimées. Voilà, ça vaut de l'or aujourd'hui. Merci Vanessa. Ma question est simple et concerne les BRICS. Oui. On entend de plus en plus que les BRICS souhaitent, on va dire, un affaiblissement des économies occidentales, en particulier de l'Europe et des États-Unis. Donc, les conséquences de la création d'une monnaie inhérente aux pays des BRICS sur l'économie occidentale. Nicolas Mirkovic. Alors, je ne pense pas que les BRICS veuillent l'écroulement de nos économies. Les BRICS ont dit on ne veut plus rentrer dans le jeu américain. On ne veut pas être dans un modèle qui est dépendant du FMI, de la Banque mondiale et surtout du dollar. C'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Le monde entier fait du commerce avec la monnaie d'une autre nation. Donc, une monnaie unique. Une monnaie unique. Donc une monnaie unique. Et ces pays-là se sont dit, on va travailler ensemble, on va respecter la souveraineté de chaque pays. Donc vous pouvez imaginer qu'entre l'Inde, la Chine, la Russie, les Émirats arabes unis, ce sont des modèles politiques complètement différents. Ils disent, on ne veut pas s'immiscer dans les affaires internes des pays, mais on veut faciliter le commerce entre ces pays-là. Et donc eux, ce qu'ils disent, c'est que nous, on va développer d'autres règles, c'est tout. Donc c'est pas une obligation pour les autres pays d'abandonner leurs règles. Mais ils veulent créer une autre monnaie. Alors, il y a ce projet, en effet, d'avoir... En tout cas, déjà commerçant en yuan ou commerçant en rouble, etc. Exactement. Et ça, évidemment, ça fait du mal à l'économie américaine parce que les États-Unis, tant que le monde entier utilisent le dollar, ils peuvent en imprimer quasiment autant qu'ils veulent. Et donc, du coup, le bœuf grossit, et puis un jour, il va bien éclater. Et eux, ils disent, non, on ne veut pas de ça parce qu'on est dépendant du dollar. N'oubliez pas qu'il y a des entreprises européennes. En fait, tant qu'ils font le dollar monnaie unique, ils peuvent s'asseoir sur leur dette. Exactement. Sans problème. On va fabriquer, on va planche à billets. Exactement. Et à partir du moment où il y a des monnaies concurrentes, eh bien, évidemment, ça énerve moins. Et je vous rappelle qu'il y a des sociétés qui ont subi des sanctions ou des amendes en milliards de dollars parce que ils utilisaient le dollar. Et les Américains disaient, vous avez utilisé le dollar pour telle transaction, donc votre transaction, même si elle est légale, elle est complètement autorisée par le droit international, elle est soumise au droit américain parce que vous avez utilisé le billet vert. Et donc on est soumis sous le droit américain à cause de ça. Et ces pays-là, des BRICS, qui ne cessent de s'élargir, veulent un modèle concurrent. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à ça et je pense qu'au contraire, la France aurait intérêt. Emmanuel Macron voulait assister à la dernière conférence des BRICS en Afrique du Sud. C'était pas le bon moment. Je pense que c'est le roi du en même temps. À suivre. Mais l'idée n'était pas mauvaise de se dire que la France pouvait peut-être avoir un rôle à jouer là-dedans. Je crois que nous avons aussi Philippe, c'est ça? Oui, très rapidement Philippe, on arrive en fin d'émission. Rapidement Philippe, on vous écoute. Oui, je voulais intervenir, toujours pareil, sur le conflit avec la Russie. Moi j'ai l'impression que l'Europe, on est carrément dans le film Don't Look Up, déni cosmique, où l'extinction de la Terre par un astéroïde va arriver, où il y a Meryl Streep qui est dans l'absurde, et c'est vraiment ce qui est en train de se passer, quoi. Parce que comment ne pas comprendre, Mingan, que si des instructeurs français tirent des missiles sur le sol russe, d'accord, que les Russes ne vont pas répondre. Alors général, Philippe, général Pinatel, vous avez le dernier mot. Est-ce que on va vers Armageddon? Votre auditeur a totalement raison. C'est pour ça que depuis le début, les Américains ont interdit à l'Ukraine de tirer sur le sol russe. Je vous dirais même quand ils ont donné les HIMARS, qui sont les lance-roquettes multiples, qui peuvent tirer, pour certaines versions, à 300 km. Ils les ont bridés à 70 km et ils ont interdit aux Ukrainiens de tirer, y compris sur la Crimée. C'est pour vous dire qu'ils ont pris des précautions. Donc,
c'est quand même les Américains qui dirigent sans partage l'OTAN. Donc nous, qu'on le veuille ou non, on va s'aligner. Et moi, je vois depuis 2 mois le rétropédalage de Macron. D'accord. Que je vous ai expliqué. Donc, on n'est pas encore à tirer des scalps français à 300 km voilà. Écoutez, nous, en tout cas, avec vous, Général, avec vous, Nicolas Mirkovic, nous ne rétropédalerons pas dans nos analyses. Merci à vous deux. Merci à vous deux d'avoir été avec nous. On se retrouve demain entre midi et 14h. Tout de suite, c'est Brigitte Lahaye sur Sud Radio. À demain. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Avec terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes.